Alors en fait, j'ai commencé ce projet Electronica il y a à peu près 5 ans, avec l'idée de réunir autour de moi des artistes qui sont des sources d'inspiration, qui l'ont été, qui le sont toujours d'ailleurs, des sources d'inspiration pour moi, qui sont liées directement ou indirectement à la technologie de manière générale, et bien entendu aussi au-delà à la musique électronique, sur au fond différentes générations, et qui ont tous en commun un son immédiatement reconnaissable et des gens avec qui j'avais envie de travailler. Et à une époque où souvent on collabore à travers Internet en envoyant des fichiers sans rencontrer ou sans même parler aux gens, là il s'agissait vraiment de quelque chose de complètement différent. Je voulais absolument qu'on puisse partager le processus créatif ensemble, physiquement. Et donc je suis allé à leur rencontre, ce qui m'a pris donc pas mal de temps. Et puis en lançant les invitations, j'ai eu l'heureuse surprise que tout le monde me dise oui. Et donc je me suis retrouvé avec à peu près 2h30 de musique à faire, puisque un des principes, c'était avant de rencontrer le collaborateur ou la collaboratrice, j'ai composé un morceau, une démo, en fonction, non pas seulement nécessairement de l'artiste, mais du fantasme que j'ai ou que j'avais par rapport à cet artiste. Et donc je me suis retrouvé donc avec 2h30 de musique et l'impossibilité de faire un seul album. Donc d'où l'idée un peu à la manière de Kill Bill 1 et Kill Bill 1 et Kill Bill 2 de faire un projet Electronica en 2 parties. Un qui est sorti en octobre dernier avant Noël et le deuxième qui sort le 6 mai avec des collaborateurs évidemment tout à fait différents. Mais il n'y a pas de concept la nuit, le jour, blanc, noir, le passé, le futur, pas du tout. C'est simplement très prosaïquement le fait qu'il y avait des morceaux que je n'avais pas terminés qui se retrouvent naturellement dans le morceau 2 et puis aussi une construction, ça me semblait aussi... il y avait des morceaux qui me semblaient aller un peu mieux les uns avec les autres. Alors parmi toutes les collaborations, il y a une collaboration qui remonte vraiment à vos débuts, qui est Christophe, qui sort aussi un album très électronique d'ailleurs, ici ces jours-ci. Et vous avez chacun travaillé sur l'album des autres, comme il y a quoi, il y a presque 40 ans, non Oui. Oui, c'est vrai. Bon, il y a beaucoup de collaborateurs différents sur cet album 2. Il y a des gens comme Sébastien Tellier, comme Rhône, qui est pour moi un très, très grand artiste de la scène électronique française nouvelle. Et puis des gens comme Pet Shop Boys, comme Gary Newman, comme Cyndi Lauper. Et puis également Christophe, avec qui ce sont des retrouvailles. C'est un mot que j'aime bien, que j'ai beaucoup employé dans les chansons que je lui ai écrites. Et il se trouve que par hasard, par coïncidence, nos albums respectifs, moi en ce qui concerne la deuxième partie de l'Electronica et son album Les Vestiges du Chaos, sortent à peu près en même temps. Et en fait, il m'avait proposé, de travailler sur son album. Il m'avait donné des maquettes il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et puis en partant dans l'Eurostar, j'allais à Londres pour enregistrer. J'écoutais ces maquettes et presque toutes les idées me sont venues pour tout l'album, et notamment le titre de l'album. Et donc je lui ai dit d'une manière assez innocente, écoute, on va faire tout l'album ensemble, ce qui était prévu, et j'ai déjà le titre de l'album. Et puis plus le temps passait, plus j'étais pris moi dans mon propre album. Et puis donc après ça s'est réduit à 5 chansons, à 3, et puis j'avais toujours pas fait la dernière. Il m'a appelé avant Noël en me disant écoute quand même, bon là je vais passer quand même pour un idiot avec la maison de disques, il faut absolument qu'au moins on en fasse une. Et je lui ai dit évidemment, et donc dans la nuit j'ai écrit Les Vestiges du Chaos, qui était le titre de l'album que j'avais en tête depuis 2-3 ans pour cet album, puisque pour moi, chez Christophe, je dirais que tout est chaos. Sa vie, sa musique, et c'est ça qui le rend à la fois touchant, à la fois unique, et puis aussi qu'il est aujourd'hui à la place qu'il mérite. Et puis, en même temps, je voulais absolument que lui, et ce qui était 2 choses totalement séparées, que lui figure aussi dans cet album Electronica, puisque ce sont tous des gens de générations différentes qui sont liés, qui ont en commun justement cette passion du son, qui sont tous un peu des geeks au fond. Et Christophe en est un comme moi, et je trouvais que c'était bien dans ce projet aussi, que ce soit aussi l'opportunité qu'on connaisse aussi Christophe en dehors de nos frontières.
Et je lui ai demandé de chanter en anglais. J'ai fait un morceau qui est une sorte de western urbain, comme ça, à la Tarantino, un peu sur le plan sonore et visuel. Et comme on est tout à fait liés, et pour nous, le cinéma est une grande source d'inspiration, et pour l'un et pour l'autre, c'est un morceau assez cinématographique, je dirais. Et alors, Edward Snowden, pourquoi avoir voulu le mettre dans cet album? Alors, un des thèmes récurrents d'Electronica, c'est la relation ambiguë que nous avons aujourd'hui avec la technologie, sur des tas de plans différents. On le voit en tant que musicien et créateur, la musique et le cinéma, l'écrit, ce que vous faites vous-même, n'a jamais généré autant, n'a jamais été autant distribué, n'a jamais généré autant d'argent. Et les créateurs qui sont au noyau de ces industries n'ont jamais touché aussi peu. C'est une des parties sombres de la technologie. En même temps, la technologie numérique nous permet d'avoir le monde dans notre poche. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça donne accès à tout un tas de gens, et à commencer par nous-mêmes, à l'information. Et puis, il y a aussi le fait qu'on se sent bien espionné jour et nuit, et qu'on se sent violé et dans notre vie privée. Et j'étais très touché par Edward Snowden, et dont j'ai suivi l'aventure depuis le départ, en fait, depuis ses révélations. Il m'a fait penser à ma mère, qui était une grande résistante pendant la Deuxième Guerre, et qui est rentrée dans la résistance en 1941. C'est vraiment au début de la guerre. Et à ce moment-là, les Français ne le disent pas, mais les résistants étaient très mal vus. Ils étaient considérés, pour la plupart, comme des fauteurs de troubles, puisqu'ils allaient à l'encontre des idéaux du pouvoir en place. Et moi, j'ai été toujours élevé par cette mère, dans l'idée que quand la société génère des choses qui sont inacceptables, il faut se lever contre. Et que d'autre part, la frontière entre le héros et le traître, elle est assez mouvante, elle est assez subjective, et elle dépend de la manière, elle dépend de quel côté on se place, et aussi du temps. Aussi. De la victoire finale. Et de la victoire finale, ouais. Et puis du temps qui filtre les choses. Et donc j'ai eu envie d'intégrer justement quelqu'un qui me semble avoir une parole et des actes qui méritent d'être promus d'une certaine manière, et notamment auprès des jeunes générations qui aujourd'hui, on voit bien, sont à la recherche de références, et les références, ils sont attirés souvent par des références qui sont plutôt inquiétantes. Donald Trump d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, de chaque côté de l'océan, et on sait très bien que c'est par rejet des élites, par rejet des pouvoirs en place. Et je trouve que des gens comme Edward Snowden, justement, questionnent le pouvoir en place d'une manière positive, et pour essayer d'améliorer les choses, pas de détruire leur pays, mais au contraire de l'améliorer. Et j'ai été tout à fait scandalisé et choqué de voir qu'on puisse, aux États-Unis, le considérer comme un traître. Parce qu'un traître, c'est quelqu'un qui fait du mal à son pays, c'est quelqu'un qui, au fond, crée des victimes. Que je sache, depuis ces révélations, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de dommages collatéraux, il n'y a pas eu de dommages du tout. Et il y a plutôt eu une amélioration dans la prise de conscience, pour chacun de nous, dans la prise de conscience que la société a, justement, d'être finalement violée d'être violée dans notre intimité, et que c'est quelque chose qui doit être ajusté et corrigé. Et donc j'étais en relation grâce au Guardian, le quotidien britannique, qui a été à l'origine de la publication de Révélation. Et lui, j'ai découvert quelqu'un qui, d'abord, ce projet l'intéressait. Il aime beaucoup la musique électronique, comme tout geek, un autre geek d'ailleurs, d'une autre catégorie que nous, a beaucoup aimé l'idée. Et je lui ai proposé, lors d'une première vidéoconférence qu'on a faite dans mon studio par écran interposé depuis l'endroit où il était,
Non, puisqu'il est à Moscou, lui. Il est à Moscou, oui. Et donc, du coup, je lui ai proposé l'idée, je lui ai fait écouter la maquette que j'avais, et donc on a décidé d'intégrer quelques phrases qui résument en fait un peu l'idée principale de ce qui a fait, de ce qui a causé d'un seul coup son désir de publier et de révéler ce qu'il a fait. Et ensuite, comme j'avais envie de pouvoir intégrer ce morceau dans la tournée que je suis en train de préparer, on a organisé le fait de se rencontrer. Donc je suis allé à Moscou il y a quelques semaines pour filmer aussi en même temps, d'abord qu'on se parle un peu plus longuement de tout ça, et ça a été et puis qu'on puisse filmer, qu'on puisse le filmer dans les phrases qu'il dit donc dans le morceau pour la scène, et notamment justement comme je vais faire pas mal de festivals et entrer en contact justement avec des générations plus jeunes. Je trouvais que c'était quelque chose d'important. Je pense pas. Moi, je suis pas du tout un artiste qui veut utiliser la scène comme une sorte de plateforme politique ou politicienne, même je dirais. Et j'aime pas trop moi les artistes qui utilisent la scène pour pouvoir passer des messages, sauver la forêt amazonienne, sauver l'Afrique, sauver ci, sauver ça. Je trouve que c'est pas notre place. En revanche, à travers notre musique ou à travers les paroles d'une chanson ou à travers sa création, là, je pense que ça peut être c'est une source d'inspiration, et pour moi et pour les autres. Alors vous parlez de festival, vous êtes, je pense que vous l'êtes encore, recordman absolu du nombre de spectateurs qui sont venus à vos spectacles. Moi, il y a eu Paris, je me souviens de Houston qui était hallucinant. Encore à Paris, là, vous avez fait 2,5 millions, je crois, à la Défense, si je ne m'abuse. C'est ça. Il y a eu des concerts en Chine, vous étiez un des premiers à retourner là-bas. Est-ce que, bon, vous allez faire des concerts, des festivals, est-ce que vous allez continuer à faire dans le spectacle extraordinaire que vous faisiez avec les lasers, avec toutes les technologies qui étaient à la pointe à l'époque, voire inconnues à l'époque, ou bien est-ce que maintenant, c'est une autre forme de spectacle que vous allez faire ? Je pense que moi j'ai toujours attaché énormément d'importance à l'aspect visuel des concerts, pour une raison simple, c'est que la musique électronique finalement et la musique tout court, à partir du moment où on est rentré dans depuis d'ailleurs que j'ai commencé à faire de la musique moi-même, à avoir une relation complètement différente avec la musique, c'est qu'on peut écouter la musique partout, ce qui n'était pas le cas de nos grands-parents, qui d'ailleurs allaient écouter Édith Piaf ou allaient écouter Charles Trenet. Aujourd'hui, on va voir un tel ou une telle. Ça veut dire qu'on a une attente visuelle de l'artiste qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on va acheter un billet de concert plutôt que d'écouter la musique chez soi. Et donc, du coup, ce qui était assez unique au moment où j'ai commencé, j'ai été rejoint par beaucoup de gens, notamment du rock. Quand j'ai commencé, tous les orchestres de rock, les gros groupes de rock utilisaient très très peu de visuels. En dehors de Pink Floyd, il n'y en avait pas beaucoup. Et finalement, c'est quelque chose qui... j'ai eu envie aussi d'aller jouer en plein air, peut-être par claustrophobie, je ne sais pas, mais en extérieur, forcément, les échelles sont différentes. Et moi, j'ai jamais été obsédé par le fait de battre des records ou quoi que ce soit. Il se trouve simplement qu'on m'a demandé de plus en plus de faire des concerts, des villes ou des pays m'ont demandé d'aller faire des concerts qui, dans un contexte particulier. Je me suis toujours intéressé beaucoup aussi à l'architecture, et donc c'était un bon moyen aussi d'intégrer l'architecture dans les concerts. Mais il se trouve que aujourd'hui, les choses non seulement n'ont pas changé, mais pour moi, la technologie actuelle permet de faire des choses qui sont encore, je pense, plus extraordinaires, ou en tout cas pas plus ni moins extraordinaires, c'est pas un problème d'échelle, mais en tout cas de pouvoir se renouveler, parce que ce qui compte au fond, c'est le contenu. Et donc j'espère que justement le contenu sera à la hauteur des attentes des spectateurs. J'ai travaillé beaucoup sur la scénographie de ce projet, qui est assez différent de ce que j'ai pu faire, mais qui est un projet assez modulable, qui peut être... j'espère, en tout cas, pertinent aussi bien dans le cadre d'un festival, dans le cadre des arénas, et puis aussi en extérieur, sur des échelles plus grandes, ce qui arrivera
probablement dans le courant de l'année et demie qui m'emmène maintenant sur les routes de France, de Navarre et bien au-delà. Voilà. Chez nous, ce sera à l'intérieur, ce ne sera pas les 12. Oui, et ici, mais il y aura peut-être l'année prochaine, festival ou même un concert en extérieur. On est en train d'y réfléchir. Je me souviens que c'était venu à l'Atomium. Absolument, l'Atomium est un très très bon souvenir pour moi. J'avais toujours fantasmé depuis que j'étais ado sur cet endroit. Et c'est quelque chose qui était un vrai rêve de gosse de pouvoir jouer à l'Atomium. Mais il y en a encore beaucoup des rêves de gosse qui me tiennent au corps. Alors, il y a 40 ans, vous avez quand même amené une révolution avec Oxygène. Vous n'êtes pas forcément le premier à avoir fait de la musique électronique, mais parmi les premiers en tout cas, et à faire une musique électronique qui était quand même très mélodieuse, etc. Là, vous avez sans doute amené quelque chose. Vous avez inspiré plein de jeunes. Aujourd'hui, la musique électronique, on a dans toutes les discothèques de plus ou moins bonne qualité. Je sais qu'il y a des jeunes, des DJ, etc., qui se réfèrent à vous, en tout cas, d'autres peut-être moins. Quelle est votre relation avec... Bon, ils ont participé aux albums, certains, je suppose, ceux qui sont proches de vous. Quelle est votre relation avec ça? Est-ce que vous aimez toutes ces musiques électroniques ou bien il y en a qui vous plaisent moins? Moi, je pense que c'est comme pour tout. La musique électronique aujourd'hui, elle est partout. La musique électronique n'a pas de frontières. La musique électronique n'a pas de frontières. Et pourquoi? Parce que c'est pas un genre musical comme le rock, le hip-hop ou le punk. C'est une nouvelle manière de créer, de composer, d'écrire, de produire et même de distribuer aujourd'hui la musique. Et donc, du coup, tout le monde fait de la musique électronique sans le savoir, ou en le sachant plus ou moins. Sur un bête ordinateur, en quelque sorte. Exactement. Ouais. Donc, je pense que les vrais pionniers ont été mes professeurs, c'est-à-dire des gens comme Pierre Schaeffer, Pierre-Henry, Stockhausen, des gens qui, justement, et notamment Pierre Schaeffer, qui a été mon professeur et qui a véritablement révolutionné l'histoire de la musique en étant celui qui a dit la musique, on peut faire de la musique non pas seulement à partir de notes fondées sur le solfège, mais à partir de bruit ou de son. Et on peut aller se balader avec un micro et d'aller enregistrer le bruit du vent, de la mer ou d'une voiture qui passe dans la rue et en faire de la musique. C'est cette petite idée-là. Mettre des bruits voilà, dans alors cette petite idée-là, elle a fait son chemin. Évidemment, je pense, j'ai été moi un des premiers à populariser cette idée, mais avec d'autres. Et aujourd'hui, tous les DJ, d'une certaine manière, sont aussi des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants de Schaeffer. Et je pense que bien entendu, il y a aujourd'hui énormément de gens qui sont talentueux, avec qui j'ai eu le privilège et la chance de travailler. C'est le cas de Rhône, c'est le cas de Boys Noise, par exemple, c'est le cas de gens comme Geza Feldstein aussi, et de beaucoup d'autres. Et bien entendu, c'est une scène qui m'est familière. Et à travers ce voyage initiatique que j'ai fait dans la création d'Electronica, j'ai découvert au fond que la musique électronique, évidemment, c'est une famille, mais c'est aussi un héritage. Et aussi, cette musique a un futur. Parce qu'elle ne dépend pas d'une mode ou d'un genre, mais encore une fois, d'une manière de s'exprimer qui se rapproche à la fois de celle du peintre et de celle du cuisinier. C'est-à-dire le fait de pouvoir, de manière très tactile et très organique et beaucoup moins abstraite qu'on le pense, travailler avec des fréquences, avec des textures et de composer des paysages sonores qui ne sont pas seulement faits pour les clubs et le dance floor, mais qui sont faites comme la musique l'est pour toucher et émouvoir. Et donc, votre œuvre, c'est essentiellement de la musique, mais vos collaborations à vos débuts, je pense avec Christophe ou avec Patrick Juvet, c'était les paroles, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez envie de revenir éventuellement à des chansons, ou bien ça c'est exclu? En fait, j'ai toujours, moi, j'ai commencé à faire de la musique, et notamment de la musique électroacoustique, électronique, bien avant Oxygène, probablement une dizaine d'années avant. Et d'ailleurs, une des collaborations très touchantes que j'ai eues dans le premier Electronica, qui était avec Tangerine Dream, je pensais d'ailleurs que Tangerine Dream avait commencé avant moi, et ils me disent une chose très juste, non, c'est toi qui as commencé avant nous, parce qu'en fait, nous, quand on a commencé, on était un groupe de rock progressif, et on ne faisait pas d'électronique. Donc effectivement, c'était une époque où il y avait très très peu de gens, on était vraiment considérés comme une poignée d'allumés,
Et donc quand j'ai quitté le groupe de recherche musicale, j'ai fait différentes choses, mais toujours avec l'idée, à un moment donné, que je voudrais établir ce pont entre la musique expérimentale et la pop musique, au fond, de laquelle j'étais issu en ayant joué dans pas mal de groupes de rock quand j'avais 14-15 ans. Et donc je me suis retrouvé aussi dans des studios et travaillé avec des artistes où j'ai fait un peu de tout. De la production, à la fois composer des chansons, de la musique, quelquefois les paroles, quelquefois les deux. Mais je me suis jamais considéré, même si on a commis, notamment avec Christophe, avec Patrick Juvet, avec Françoise Hardy, des chansons qui, je pense, sur le plan des textes, ne sont pas trop moches. Voilà, je me suis jamais considéré comme un auteur, mais plutôt comme quelqu'un qui approchait le langage à partir du son et de s'attacher aux mots pour leur aspect phonétique. Et ça a été le cas pour les Paradis perdus, pour les mots bleus, et pour les Vestiges du chaos aujourd'hui. Et je dois dire que Christophe m'inspire beaucoup parce que la manière, lui-même dit qu'il ne se considère pas comme un chanteur, mais sa voix, pour moi, c'est comme un synthé. C'est-à-dire que c'est un instrument de musique sur lequel j'ai plaisir à inventer des mots et c'est un univers très inspirant pour moi. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à retravailler avec lui sur le plan des mots pour son album. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel Jarre. Merci à vous. Merci.